Bonjour. Dans le cadre de l'enseignement du français au secondaire qualifiant et aussi dans le cadre du programme de la première année du baccalauréat, nous allons entamer aujourd'hui une leçon de lecture au niveau du second module qui s'intitule Antigone, bien sûr, de Jean Anouilh. Rappelons que nous avons fait la présentation à l'entrée dans l'œuvre et nous avons bien précisé que Jean Anouilh a repris cette tragédie à Sophocle et il l'a adaptée au XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude d'une activité de lecture, précisément l'étude de la première scène du prologue. Nous rappelons aussi que l'œuvre Antigone de Jean Anouilh n'est pas divisée en actes ni en scènes. Donc, comme on l'a dit dans la séance précédente, les scènes généralement sont déterminées par l'entrée et la sortie des personnages. Le support que nous allons étudier débute avec « voilà », la première phrase ou le premier mot de la scène, « voilà ces personnages » jusqu'à « punis de mort ». Vous devez faire attention car il y a avant le texte ce qu'on a appelé et ce qu'on a expliqué dès la didascalie. Objectif de la séance. Nous allons commencer par étudier bien sûr la fonction du prologue, le discours du prologue et repérer tous les procédés utilisés au sein de cette première scène. Tout ceci dans le but d'étudier la scène d'exposition. Rappelons encore que la scène d'exposition, c'est la première scène dans une pièce de théâtre. On va commencer par l'identification du texte. Et bien sûr, on va expliquer ce que veut dire le mot prologue. Le prologue est un mot du théâtre grec qui désigne la première partie de l'action. Il précède l'exposition ou la présente, comme dans le cas de Antigone de Anouilh. Il ouvre la pièce, il informe, il décrit et raconte. Le prologue se compose de la didascalie, qui est, on l'a bien précisé, une indication scénique. Elle a pour objet d'annoncer la présence des personnages sur scène. Elle a aussi pour objectif de les présenter le décor et bien sûr l'avancée du prologue. Le prologue est un personnage qui prend la parole pour s'adresser au public au nom du dramaturge. Et le dramaturge au niveau de cette pièce est bien sûr Jean Anouilh. Quelle est la fonction du prologue ? Eh bien, le prologue, c'est le porte-parole du dramaturge. Son rôle, c'est de présenter un à un les personnages. C'est un personnage à part entière. Il ouvre le spectacle par le présentatif « voilà ». Il commente l'action sans y participer. Il annonce aussi les événements tragiques. Premièrement, il va dès le début nous donner justement, nous parler du sort d'Antigone et des deux frères
qui se sont entretués pour le trône. Faites attention, ici il est en train de faire un retour en arrière afin de situer le drame des deux frères d'Antigone. Pour cela, nous devons lire un passage du texte. Alors, on n'a pas repris tout le passage, on n'a repris que les éléments qui vont essayer de nous remettre généralement dans l'action dramatique de la pièce. Elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, se sont battus et entretués. Les deux frères ennemis sont morts et Créon le roi a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Je vais m'attarder sur le mot sépulture parce que c'est un mot qui est très important et que vous devriez retenir. En effet, Antigone va agir justement pour mettre la sépulture sur son frère qui est justement mort. Et c'est comme ça qu'elle va, bien sûr, connaître son destin tragique. La fonction du prologue comporte aussi le récit des événements antérieurs à l'action, ainsi que la loi décrétée par Créon. Maintenant, nous allons parler du chœur. Alors, Anouilh a opté au début de la scène, dans la scène d'exposition, à utiliser le mot prologue, mais par la suite, il va utiliser le mot chœur. Alors, le mot chœur est hérité de la dramaturgie antique. Il est essentiel comme transition entre le monde réel et l'illusion. Rappelons que la pièce, elle est jouée. C'est lui qui fait passer de l'univers réel des acteurs à celui des personnages en présentant les rôles. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. La présence du chœur signifie bien au spectateur qu'il est au théâtre et qu'il va regarder une pièce jouée par des acteurs. Maintenant, nous allons passer au discours du prologue. Il est essentiellement informatif. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne des informations sur chaque personnage. Son intervention est consacrée à présenter ces personnages qui vont jouer sur scène, présenter le rôle. On va commencer par le repérage du portrait des personnages par le prologue. On va commencer par, bien sûr, Antigone, qui est le personnage éponyme. J'explique ce que veut dire le mot éponyme, le nom de l'héroïne. Lorsqu'on dit un personnage éponyme, cela veut dire que le nom de l'héroïne est le titre de l'œuvre. Donc, Antigone, c'est le personnage principal. Antigone est aussi le titre que porte l'œuvre de Jean Anouilh. Physiquement, comment le prologue nous présente-t-il Antigone ?
on va repérer tous les procédés de caractérisation, à savoir les adjectifs. Antigone physiquement est petite, maigre, noiraude. Moralement, elle est renfermée, elle est pensive, elle est aussi rebelle. Et le mot rebelle, il faut bien le retenir, c'est une révoltée. Maintenant, nous passons au personnage du roi. Alors, le roi, physiquement, il est robuste, il a des cheveux blancs et il est ridé, ce qui marque son âge. Moralement, il est fatigué du pouvoir. Ismène, c'est la jolie sœur d'Antigone. Physiquement, elle est belle, elle est blonde, elle est ravissante. Moralement, c'est une jeune fille heureuse, joyeuse, rieuse, sensuelle, éblouissante, qui aime la vie. Aimon. Aimon, c'est le fils du roi, c'est le prince. Physiquement, c'est un jeune homme et moralement, il a le goût de la réussite et du bonheur. On va voir qu'il va choisir Antigone pour future épouse. Le messager, physiquement, il est pâle et moralement, il est solitaire. Quant à Eurydice, Eurydice, la femme de Créon et la mère d'Aimon, physiquement, c'est une vieille dame. Moralement, elle est affectueuse, bonne épouse, bonne mère, digne et aimante. La nourrice, physiquement, elle est vieille et moralement, elle est aimante, elle est affectueuse, elle est fidèle aux deux filles qu'elle a élevées, à savoir Antigone et Ismène. Les gardes, physiquement rougeaux, moralement respectueux de la loi, obéissants, satisfaits d'eux, même, innocents, dépourvus de toute imagination. Le page, physiquement, il est jeune et moralement, il est passif et fidèle. Tout en racontant et en présentant, le prologue donne son point de vue sur les personnages. Par le choix des adjectifs, on a bien noté le portrait des personnages et l'utilisation comme des adjectifs comme noiraude, jeune, maigre, renfermé, lorsqu'il a décrit bien sûr Antigone, et par le choix des modalisateurs, puisque le prologue donne son avis sur chaque personnage. Lorsqu'il a dit, dans le passage, qu'il ne peut rien non plus pour lui, il ne deviendrait jamais le mari d'Antigone. Le ton adopté par le prologue, notons-le, est tragique, car il veut surprendre et intriguer le lecteur et bien sûr le spectateur. Maintenant, nous allons parler des procédés utilisés. Les procédés narratifs mis en œuvre par le texte. Nous avons en début, premièrement, les indicateurs de temps. Le temps réel, c'est le temps actuel, ancré dans la situation d'énonciation, d'où l'utilisation du présent. Lorsque le prologue dit « elle regarde », droit devant elle, ou bien « elle pense ». Le temps est aussi marqué par des indicateurs temporels comme maintenant, en ce moment,
tout à l'heure. Le prologue, nous l'avons dit tout à l'heure, fait aussi un retour en arrière en évoquant l'histoire d'Œdipe et de ses fils. On appelle ça un temps fictif. Le temps fictif, c'est le temps de l'histoire antérieure à la situation de présentation. Il se fait par un retour en arrière. Les événements, évidemment, sont passés, donc coupés de la situation d'énonciation. Et le prologue a utilisé des expressions à l'intérieur des phrases suivantes. Un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène. Vous avez l'expression un soir. Ismène riait aux éclats. On a utilisé ici l'imparfait qui marque des actions durables dans le passé. Il y a aussi l'utilisation de avant du temps d'Œdipe et quand. Donc, toutes ces expressions indiquent le temps fictif. Maintenant, nous allons aborder le lieu à travers les indications de l'espace. Dans son discours, le prologue évoque les différents lieux se rapportant à l'action passée ou présente. Lorsqu'il utilise là-bas, bien sûr, il est en train de parler de la scène. Lorsqu'il utilise l'indicateur de lieu, la ville de Thèbes, la ville où se passe l'histoire. Tous ces indicateurs de temps et de lieu rentrent dans la présentation de la scène d'exposition. Maintenant, nous allons faire une synthèse pour justement retenir l'essentiel sur le prologue. Le prologue est un texte informatif. Vous avez bien remarqué qu'il nous a donné toutes les informations nécessaires pour aborder la pièce de théâtre. Il a pour fonction de présenter et de préparer les lecteurs ou bien le public à ce qu'ils vont lire ou voir. Rappelez-vous que la pièce de théâtre peut être lue et peut être aussi jouée. C'est un texte d'exposition qui permet aux spectateurs de s'inscrire dans le contexte mythique et tragique de la pièce, de savoir que tout est joué d'avance. Voilà, maintenant, nous avons vu la scène d'exposition. Je vous demanderai éventuellement de poursuivre la lecture des autres scènes pour d'autres analyses de textes dans les prochaines séances. Merci.